Vous avez sûrement pas raté ça, cette année à Cannes, y a polémique. Polémique, c'est un invité. Tu fermes ta gueule! Cette année à Cannes ont été sélectionnés deux films qui posent problème, The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach et Okja de Bong Joon-ho. Ouais, je regarde mon texte parce que les titres sont compliqués. Leur point commun, ils sont tous les deux produits par Netflix. Pour le film de Baumbach, c'est un peu plus compliqué parce que Netflix a seulement racheté les droits d'exploitation du film. En gros, ils vont décider si le film sort ou non en salle, c'est pas leur bébé. Par contre, Okja, c'est du pur Netflix, donc on va se concentrer sur celui-là et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pose comme problème. En France, on a un truc merveilleux qui s'appelle la chronologie des médias. Et quand je dis merveilleux, je veux dire plutôt bien casse-couille sa mère. À la base, ça a été créé dans les années 80 parce que les VHS risquaient de détruire le cinéma, puis ça a été remodifié ensuite en 84 quand est arrivé Canal+, qui se voulait comme une chaîne payante qui allait diffuser du cinéma. 1, 2, 3, 4. En gros, le fonctionnement est simple. Quand en France, un film sort au cinéma, il répond ensuite à un planning. 1, 2... 4 mois après son obtention de visa par le CNC et sa diffusion en salle, il a le droit de sortir en support physique, genre les DVD, les Blu-ray, les VHS. Au bout de 10 mois, il a le droit d'être diffusé sur Canal+ avant toutes les autres chaînes. C'est une sorte de moyen qui a été trouvé pour que Canal+ finance du cinéma, ou au moins signe des accords avec des distributeurs en France, ce qui permet que, ils ont les films en avance, mais comme ça, ils financent un peu le cinéma, et surtout le cinéma français. Au bout de 22 mois, les chaînes qui ont coproduit le film ont le droit de le diffuser, tout comme Canal+, sauf qu'ils ont pas le passe-droit Canal+. Au bout de 30 mois, c'est les autres chaînes, et au bout de 36 mois, les services de VOD, comme, à tout hasard, Netflix. Et quand je dis service de VOD, je dis pas service de location, où tu as le droit de voir le film que pendant 3 jours après avoir payé 6 €. Je parle de service de VOD où tu payes une inscription, et t'as un grand catalogue, et tu peux regarder ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Par les 36 mois, c'est ces services de VOD là, donc Netflix, qui sont visés. Et ça, Netflix, on va pas se mentir, ça commence un peu à leur péter les roustons. Si on a tant tardé à avoir Netflix en France, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ils viennent foutre un peu le sbeul dans nos institutions. Je suis sûr que vous êtes déjà demandé, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même catalogue entre... Tiens, ça résonne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même catalogue entre Netflix FR et Netflix US? Eh ben, tout simplement parce que... la chronologie des médias. Bah ouais, parce que Netflix qui diffuserait avant Canal+, des films dont Canal+ aurait les droits normalement, ça la fout un peu mal par chez nous. Et puis il faut réfléchir à un truc tout con, c'est Canal+ qui finance une partie du cinéma en France. Donc si on les contrarie, on risque de perdre des financements. Pas le bon bail, du tout. Je crois que je me suis gouré de quai. Vous vous en doutez, un arrangement a fini par être trouvé, Netflix a le droit de rester en France, si ils veulent pas le pain dans la bouche de Canal+, et s'ils respectent la chronologie des médias. Le truc c'est que à côté de ça, Netflix produit aussi ses propres films. Et ça commence à faire chier à la fois le CNC, les producteurs, les exploitants salles et Canal+. Rien que ça. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que tout le monde se réveille maintenant alors que ça fait un bail que ça existe? Je veux dire, des films Netflix qui sortent pas en salle ni ailleurs, on en a eu avant et ça a jamais choqué personne. Ce serait pas un petit peu hypocrite? Genre, un petit peu? Notre système n'aime pas Netflix, et c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Ils ont pas d'employés en France, ils payent pas tous leurs impôts ici, et ils financent ni les salles, ni le CNC, ni l'État, ni l'exception culturelle française. En clair, ils font leur bise dans leur coin. D'un autre côté, si un resto t'accueille en te lançant des pierres au visage, t'as pas forcément envie de lancer un pourboire. Et ce qui dérangeait pas quand ça restait sur l'internet que nos vieux pontes du système ne comprennent pas très bien, quand ça s'infiltre dans le festival de l'année, là en France, ça fait grincer des dents. Alors attention, mon analyse de la situation est purement personnelle, et on pourra sûrement me reprocher mon manque d'objectivité là-dessus. Bonjour madame. Déjà parce que Bong Joon-ho est un de mes réalisateurs préférés et voir qu'il se fait taper dessus quand il essaye de créer, ça me rend pas super heureux, on va pas se mentir. Mais surtout parce que si je suis cette année à Cannes, c'est pour voir Okja et ceux invités par Netflix. Ils m'ont absolument pas demandé de faire une vidéo, ils m'ont juste dit hey, tu veux voir le film? Et vu que ça faisait déjà un bail que je voulais faire une vidéo là-dessus, je me suis dit que ça collait bien, donc il fallait le faire, allons-y. Ils m'ont rien demandé, je comptais en parler, j'avais envie de voir ce film, bingo. Ce que tout le monde semble reprocher à Netflix, c'est que le film ne sorte pas en salle. En tout cas en France. Ce qui entraîne donc aucune retombée financière pour les salles françaises. Parce que oui, vous le savez peut-être pas, mais à partir du moment où vous achetez une place dans n'importe quel cinéma ou quoi que ce soit, vous payez une taxe sur n'importe quel ticket qui va être versée ensuite directement au CNC, l'exception culturelle française. Alors attendez, Netflix il finance pas nos Camping 3 et en plus on veut les inviter dans nos festivals pour se faire gagner des prix, mais vous n'y pensez pas, j'espère. Alors imaginez maintenant si Okja gagne la Palme d'Or et n'est diffusé que sur Netflix. Ouais, il y a un petit manque à gagner, on va pas se mentir, il y a un petit manque à gagner. Disons que là, ça grince plus des dents, ça raye le parquet avec. Enfin, Palme d'Or. Le président du jury Almodovar a quand même déclaré « Je n'envisage pas de donner une palme à un film qui ne sort pas en salle ». Donc même si Okja est le film de la décennie, vous lui filerez rien? Genre rien du tout? On récompense quoi là? L'art cinématographique ou les lobbies qui la représentent? J'ai un petit doute, je suis pas sûr.
Replaçons un peu le contexte. Thierry Frémaux et Pierre Lescure voient Okja, ils le trouvent bon, ils le veulent. Ils réfléchissent pas tellement à comment, mais ils savent juste qu'ils veulent le prendre. Ils commencent pas à se dire ouais, je sais pas, peut-être que c'est pas un vrai film et tout. Non, 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 ils se disent juste c'est un film, on le veut. Mais par contre, pour le coup, ils la jouent un peu fourbe, c'est-à-dire que sentant que ça risque de péter un moment ou un autre, ils le font sans demander l'avis du FNCF qui fait pourtant partie du comité d'administration du Festival de Cannes. Le FNCF, pour ceux qui savent pas, c'est une association qui s'occupe des exploitants de salles. Et ils font partie du conseil d'administration. Et après, on dit qu'il n'y a pas de pression. Hein. Évidemment, les gens gueulent. Le principal reproche qui est fait étant votre film ne sort pas en salle, nous on veut se faire du pognon dessus. Je schématise un peu, mais en vrai on en est là quand même. Alors Netflix se dit, pas de souci, on va trouver une solution, on fait une sortie avec un visa limité demandé au CNC, comme ça il sort en salle et en même temps il sort sur notre site internet et tout le monde est content. Parce que j'entends dire un peu partout que oui, Netflix, vous avez pas voulu sortir votre film en salle, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ils ont demandé un visa temporaire au CNC, ils ont dit bah si vous voulez, on le sort en salle et en même temps sur notre site internet. Ce qui est pas dégueu, tout le monde est content. Le film sort, les exploitants salles touchent de l'argent, le CNC touche de l'argent, l'État touche de l'argent et Netflix touche de l'argent. Le truc c'est que cette demande-là a été bloquée parce que le CNC a dit que si on faisait ça, et ben ça allait à l'encontre de la chronologie des médias. Il y a beaucoup trop de bruit par ici. En gros, ce qui a été demandé actuellement à Netflix, c'est de sortir leur film en salle, puis d'attendre 2020 avant de pouvoir le diffuser sur leur plateforme internet. Dans les autres pays, il aurait pu sortir à la fois en salle et à la fois sur internet, comme par exemple il sort aux États-Unis, en Angleterre et en Corée, et en même temps il sort sur Netflix. Mais en France, non, il fallait attendre les 3 ans de la chronologie des médias, donc attendre 2020. Ça sent un peu le foutage de gueule quand même, non ? Un petit peu. Le deal permettait de rendre tout le monde heureux, mais non, ça n'a pas été accepté. Donc pas étonnant que la réaction de Netflix ait été ensuite, eh ben on vous emmerde, on fait ce qu'on veut. Complètement des films indiens ça. Complètement. Là où je trouve quand même que c'est une sacrée hypocrisie, c'est que tous les films qui passent au Festival de Cannes ne sortent pas forcément en salle en France. C'est pas automatique. Ceux de la quinzaine des réalisateurs, ceux de la sélection Un certain regard, même parfois ceux de la sélection officielle, tous n'atteignent pas les salles en France. Alors on reproche à Netflix de faire sa sauce, mais pas aux distributeurs français de pas acheter tous les films. Il y a même plus de dents pour rayer le parquet là, ça attaque la gencive. Quand en conférence de presse a été demandé à Bong Joon-ho, est-ce que ça vous fout pas un peu le seum que votre film sorte pas en salle en France, lui il a répondu, bah moi je m'en fous, il sort en Corée du Sud. Parce que comme je disais, ce problème s'applique que chez nous. Diffusé à Berlin, diffusé à Venise, il y aurait eu absolument aucun souci, le seul problème c'est que là c'est à Cannes, donc ça coince. Résultat, le festival a cédé aux pressions et a décidé qu'à partir de maintenant, pour être dans la sélection officielle en compétition, eh ben il faudrait sortir en salle en France. Ce qui exclut maintenant totalement Netflix, à moins qu'ils cèdent à la pression de la chronologie des médias. Et je pense que c'est pas une bonne idée de reprocher au festival quoi que ce soit au niveau machine arrière, ils ont des pressions et des lobbies derrière qu'on peut même pas calculer. Moi ce que je reproche pour le coup, c'est plus d'avoir été précurseur et d'avoir fait ensuite machine arrière. Et si vous vous demandez pourquoi c'est le bordel, c'est parce que je suis actuellement au dernier étage du Carlton. Et sans déconner, la vue est plutôt sympa. C'est pas la première fois qu'il y a un rejet primaire de la part des nouveautés au Festival de Cannes, ça arrive déjà très souvent. En 2002, l'Arche russe de Soukourov avait été diffusée en numérique et il y avait eu un gros rejet de la part des exploitants en mode non, un vrai film, ça se consomme forcément en pellicule, le numérique ça n'existera jamais. En 2010, c'était Olivier Assayas qui s'était fait chier dessus parce qu'il avait présenté Carlos, un film de 5h30, enfin plutôt une mini-série qu'il avait recoupée en un seul film. Nouveau tollé encore, quoi, ça va être diffusé à la télé, c'est pas du vrai cinéma, blablabla. Et résultat, le film s'était fait têche de la compétition et avait fini hors compétition. À cause de ça. Les institutions aiment pas beaucoup être bousculées. Et le truc, c'est que Netflix les bouscule avec un putain de 36 tonnes. Ils récupèrent des auteurs, et je dis bien des auteurs, pas des yes-man merdiques, non, des vrais auteurs, des cinéastes. Ils leur proposent de la thune hors des systèmes hollywoodiens, et ils leur laissent une beaucoup plus grande marge de manœuvre pour pouvoir produire leur film. Ça, c'est la suite Alain Delon. Oui, on est toujours au Carlton. Exemple à la con, faut pas s'étonner que David Ayer fasse son prochain film chez Netflix quand on sait comment il s'est fait enculer par les prods avec son Suicide Squad. Franchement, moi je trouve ça pas super étonnant. Et ça, c'est la suite Sophie Marceau. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Netflix, c'est une grosse boîte. Et le principe d'une grosse boîte, c'est de devenir une encore plus grosse boîte. Et si possible, avec encore plus de pognon. Sauf qu'au lieu de la jouer profondément et continuellement racoleur, bah ils font ça en respectant les auteurs et en leur laissant carte blanche pour créer des œuvres nouvelles. Résultat, ça donne des œuvres plus honnêtes et que les cinéphiles vont avoir plus envie de voir parce qu'elles reflètent vraiment l'état d'esprit et l'état d'âme des auteurs qui l'ont créé. C'est Netflix qui a décidé de sortir 50 millions pour produire Okja. Personne voulait le produire à côté. C'est eux qui ont dit, on met la thune pour ça. Il y a un truc tout con à comprendre, c'est que si Netflix n'existait pas, Okja n'existerait pas. Voilà, c'est simple, c'est carré, c'est précis, mais au moins j'espère que tout le monde va le retenir. Et après ça, on vient me dire que Beast of No Nation, David Brent, Okja ou même Highboy qui est sorti récemment, c'est pas des vrais films. Mais en fait, la vraie question qui a à se poser, c'est quoi un vrai film ? Comme certains qui iraient se raccrocher à une morale pour cracher sur des trucs qu'ils comprendraient pas, bah il est normal pour une caste de cinéphiles de cracher sur le cinéma qui ne se consomme pas en salle. Sauf que dire le cinéma, c'est seulement au cinéma, c'est quand même vachement réducteur. Cette phrase elle est pas de moi mais du FNCF dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont osé sortir comme punchline qu'un film qui ne sort pas en salle remet en cause sa nature d'œuvre cinématographique. Jean-Pierre, salle de cinéma, tu te calmes. Genre direct. Oui, y a rien de plus beau que de voir un film en salle, bien installé, dans des beaux fauteuils avec un beau système son et un écran géant. Ok, d'accord. Mais quand un film arrête sa distribution en salle,
bah ils s'arrêtent pas de vivre en fait. La majeure partie des gens découvrent les films sur leur télé, sur leur ordinateur, sur leur téléphone même. Si Netflix a foutu une fonction hors ligne sur mobile, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un public qui existe et qu'il est pas à dénigrer. Alors si c'est pas diffusé en salle, c'est pas un vrai film? Cette phrase est débile et repose juste sur rien. Pourtant certains se servent de cette phrase là pour dénigrer Okja, mais les gars, c'est Bong Joon-ho à la réa, je veux dire, vous êtes complètement stupides. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont réunis pour se dire eh venez, on fait avancer le cinéma avec notre époque, et qu'il y en a qui ont juste pas reçu le mémo. Et vous savez quoi? Je pense que ça finira par passer. Comme pour l'Arche de Soukourov qui faisait frémir certains qui pensaient que le cinéma ne se consommait qu'en pellicule, je pense que la SVOD à un moment deviendra une norme. On crachait sur le téléchargement et pourtant c'est un truc qui a créé une nouvelle génération de cinéphiles qui n'ont pas pour autant déserté les salles. Vous savez quoi? On va faire un pari. L'interdiction en compétition des films qui sortent pas en salle à Cannes, je lui donne 3 ans pour sauter. En vrai dans ma tête je pense à 2 ans max, mais on va partir sur 3 pour être un peu large. Les salles françaises ont peur, hein. Les salles françaises ont toujours eu peur et les salles françaises auront toujours peur. Hein. Ce serait juste cool qu'en 2017, leur peur arrête de nous mettre à la bourre face au reste du monde. Juste ça. La question qui reste au final, c'est est-ce que c'est un vrai film? Est-ce que c'est vraiment bon? Bon, on va voir. Bon, à force d'en parler, j'ai vu Okja de Bong Joon-ho et j'ai donc maintenant un avis dessus. J'ai attendu quand même que la nuit passe un petit peu, histoire de bien poser mes idées et que tout soit carré. Et ça va pas être une vraie critique en soi, je vais juste dire quelques trucs dessus, parce qu'il y a des choses qui me semblent très importantes. Déjà, c'est vachement bien. Voilà, je suis pas objectif du tout parce que Bong Joon-ho est mon réalisateur préféré, mais je retrouve plein de choses dans ce film qui me plaisent dans sa filmographie. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve des thématiques qui lui sont propres depuis très longtemps, ne serait-ce que par exemple... vis-à-vis des animaux, dans Barking Dog Never Bite, son tout premier film, dont j'ai parlé un petit peu dans une émission qui s'appelle London Movies, vous pouvez checker, ça va s'afficher quelque part. J'ai l'impression qu'il a fait une sorte de melting pot de ces thématiques, c'est-à-dire à la fois vis-à-vis des animaux de Barking Dog Never Bite, les grosses créatures, il a l'air d'avoir une assez grande fascination pour ça avec The Host, ou encore les changements de style constants. Là où un Mother ou un Memories of Murder reste dans des thématiques assez carrées et assez reconnaissables tout du long, Snowpiercer avait l'avantage de changer continuellement. Plus on changeait de wagon, plus on changeait de registre, et chaque wagon apportait son propre style de réalisation qui venait agrémenter l'œuvre d'un truc nouveau. Et ben c'est un peu pareil sur Okja. Okja, on ne sait jamais vraiment où se situer, si on est dans la comédie et qu'on va se marrer, ou si on tombe ensuite sur des trucs très durs et très frontaux. C'est assez incroyable comme le film te fait passer du rire aux larmes, mais en 2 secondes et demie. Bon, on retrouve toujours des gimmicks de réalisation de Bong Joon-ho, par exemple il adore les ralentis, il a toujours adoré les ralentis, et donc là, il y a une scène qui se passe dans un métro souterrain, qui se termine par un truc au ralenti qui est juste... J'étais heureux en voyant cette scène, c'est-à-dire c'est ce genre de scène où tu te dis oh putain c'est bien, oh putain c'est bien, oh ça fait du bien de voir une scène comme ça. Ces derniers temps et depuis Snowpiercer, j'ai l'impression que Bong Joon-ho aime traiter des univers qui sont un peu parallèles, c'est-à-dire qui pourraient se situer complètement dans notre monde si on avait pris une direction un peu hasardeuse, notamment avec Snowpiercer et là encore une fois avec Okja. Et ça lui permet de parler du truc qui le fascine le plus au monde, à savoir les rapports sociaux entre les humains et surtout les classes sociales dans lesquelles ils se trouvent. Et Okja c'est que ça, Okja c'est parler du gros système qui pue la merde et de tous les gens qui peuvent le peupler face à des gens qui se sont retrouvés malgré eux dans le système et qui aimeraient ne pas en être. Un côté très Miyazaki dans le propos retour à la nature aussi. Je sais pas trop si c'est la bonne manière de le décrire, mais pour moi Okja, c'est un film d'aventure-action vegan. Donc on n'échappera pas à des scènes qui vont être très frontales et très dures pour dire que bouffer de la viande, bah parfois c'est pas cool. Je pense que tout le monde est au courant, c'est-à-dire je suis le premier des carnistes, mais je sais que si je pouvais réduire ma consommation en viande, ce serait pas mal. Quel bobo gauchiaste de merde, c'est incroyable, incroyable. Et en même temps, pour moi, il y a une question qui est fondamentale sur ce film, c'est est-ce que c'est un vrai film? Hein, on fait coucou à la FNCF, bonjour, comment allez-vous, installez-vous? Oui, oui c'est un vrai film. Ça a été conçu comme ça a été créé comme ça. Okja est un vrai produit cinématographique, et son mode de consommation n'y changera rien. C'est un vrai film avec une démesure dans les cadres qui sont purement cinématographiques. Et les acteurs se donnent tellement, le casting est de luxe. Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal sont incroyables, mais comme ils sont incroyables tout le temps, et en plus Jake Gyllenhaal tente des choses qu'on le voit assez peu faire. En termes de folie, ça se rapproche d'un Night Call, mais sans le côté dérision en plus. Et en même temps, dans sa folie, il y a quelque chose de très macabre, il y a quelque chose de très malsain qui s'y installe au bout d'un moment. Comme toujours chez Bong Joon-ho, le film est pas manichéen, et se veut pas manichéen à aucun instant. Le but c'est pas de dire tel truc est pas bien, tel truc est pas bien, juste la manière qu'a Bong Joon-ho de traiter les rapports sociaux et les classes sociales, c'est de dire bah elles existent et regardez-les. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, ça veut pas dire qu'il y en a une qui par ses avantages et fait partie des connards, ou une qui par ses désavantages devrait être poussée forcément vers le haut. Il montre juste des rapports sociaux entre les êtres humains et leur classe sociale qui s'affrontent. Il les juge pas, il n'y en a pas un qui est meilleur que d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'on a par exemple la grosse boîte détenue par Tilda Swinton qui
devraient être présentés normalement comme les gros méchants et tout, et à côté de ça, on a le Front de Libération des Animaux, qui eux devraient être présentés forcément comme des gentils. Sauf que pas forcément, on montre aussi que la grosse boîte, bah c'est des connards, et en même temps, bah ils répondent à des trucs qui se veulent intelligents. Alors qu'à côté de Libération de Front des Animaux, bah ils ont des idéaux très très intelligents, et en même temps, bah c'est un peu des cons. Et j'aime Bong Joon-ho, j'aime son travail en tant que réalisateur, et si dans le paysage cinématographique actuel, ce film ne reçoit pas un prix, c'est un putain de scandale. Parce qu'il le mérite. Mais fort. Mais fort, 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 fort. En tout cas, sachez juste que Cannes s'est chambé. Sans déconner, je suis très 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 content. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars above. This is dedicated to one I love. Tout d'abord, je voulais vous demander, vous avez réalisé ce film avec la production de Netflix, et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle liberté ils vous ont laissé, comment ça s'est passé au niveau travail avec eux. En fait, dès le début, ils ont apporté un soutien vraiment à 100% par rapport au scénario que j'avais écrit. Ils m'ont donné le final cut, donc vraiment, ça a été très confortable pour moi de travailler avec eux. Parce qu'il ne faut pas minimiser le budget qui était assez important, et malgré cela, ils m'ont donné vraiment une liberté totale. Donc je pense que j'ai été vraiment très très chanceux de façon exceptionnelle. En fait, il y a beaucoup de gens qui risquent de découvrir le film sur Netflix, que ce soit sur leur ordinateur, que ce soit sur leur téléphone, que ce soit sur leur télévision. Est-ce que lorsque vous avez réalisé le film, vous avez pensé à ça dans la conception des plans ou dans la conception du long métrage en lui-même? Pas du tout, on n'a pas du tout pris en compte sur quel support le film allait être projeté. Pour nous, on a vraiment tourné comme si c'était un long métrage qui allait être montré sur un grand écran, parce que je pense qu'un film qui est aussi beau sur grand écran pourrait être aussi beau sur iPad ou sur tout autre outil. Et puis dès le début, avec Netflix, on a été d'accord en fait que le film sortirait en salle aux États-Unis et au Royaume-Uni, et également en Corée avec une sortie encore plus grande. Et donc c'est comme cela que le film a été présenté dans on a proposé à divers festivals, et obligatoirement, donc nous on a tourné le film comme si c'était comme un long métrage de cinéma. Parce que j'ai vu le long métrage et je trouve que c'est un très grand long métrage. I love this movie. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est votre avis vis-à-vis de la polémique qu'il peut y avoir actuellement en France sur le fait qu'en France, il ne va pas sortir en salle et qu'on pourra le découvrir seulement sur Netflix. En fait, j'aimerais vraiment que, bien sûr, le film soit le plus diffusé possible sur grand écran. Actuellement, en streaming, il n'y a pas de souci, on arrive à atteindre quand même un maximum de public, mais j'aimerais vraiment que le film puisse sortir surtout en France ou au Japon, et on est en train d'en parler, on en a beaucoup parlé avec Netflix, mais apparemment en France, ça a l'air très compliqué à cause de la réglementation donc du système du cinéma français. Et effectivement, Noah Baumbach ou alors moi ne connaissions pas du tout le système français avant de tourner le film. Mais j'espère en tout cas qu'il puisse y avoir cette cohabitation entre le streaming et les salles de cinéma. C'est vraiment mon souhait. Et à l'avenir, j'espère que l'industrie du cinéma français, le Festival de Cannes et Netflix puissent trouver un terrain d'entente. Et pour terminer, en fait, j'ai une petite question sur d'où vient l'univers d'Okja, parce que j'ai retrouvé plusieurs choses de votre filmographie. À la fois, je trouve l'inspiration très animale avec Barking Dog Never Bite, les grosses créatures de The Host, et à la fois le changement de style constant qu'on retrouve dans Snowpiercer. Vous citeriez où le film Okja en lui-même? Je pense que finalement il y a beaucoup de points similaires et de choses en fait qui se rapportent par rapport à mes 5 films précédents. Mais en un mot, je dirais qu'il s'agit d'une lutte acharnée des faibles qui n'ont pas le pouvoir. Et ici, bien sûr, il s'agit de Mija et Okja. Mais je pense que la grande différence de ce film, c'est que c'est une histoire d'amour. D'ailleurs, c'est ma première histoire d'amour au cinéma. Sauf que c'est une histoire d'amour entre une petite fille et un animal. Thank you. Thank you for this movie. Thank you. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
like to say I'm a huge fan of your work. Thank you, Victor. Thank you very much. What's your T-shirt say? It's a TV series on Adult Swim. It's called Rick and I Morty. know. Victoria, are now ready. Okay. Okay, so I would like to know more about your relation with Bong Joon-ho, because it's the second time you work with him, and I would like to know if there is a difference between working with a Korean director or an American director. I'm not a big recognizer of kind of national characteristics. I think that's a slightly dangerous route for humans to go down. So no, I can't comment on that. I mean, all people are themselves and all artists are themselves, and I wouldn't call Bong a Korean director, I would call him a director, just as I would call Jim Jarmusch director of the world. So I can't really cut the world up in that way. I met him in Cannes, actually, Bong Joon-ho. Or, well, I say I met him in Cannes. I met him physically in Cannes, but of course I have been a fan of his work ever since I mean, I'm one of the few people who've seen Barking Dogs Never Bite. You've seen it? Okay, good. Excellent, fantastic. Did you search for it for a long time? It's hard, right? Yeah, but we did it. Yeah. Great, well done. So then we've seen everything. We've seen everything he's done, and he is a master, a modern master. And I've always loved his work. And so we met here about, I can't remember how many years ago, but we had breakfast together and became friends immediately. And then said, well, we must find a way of working together. And then he was making Snowpiercer, and he sent me that script and said, well, clearly there's nothing for you in here. And I said, well, yeah, there's nothing. And then slowly, we found a way to squeeze me in. And we've been close ever since. And when we finished Snowpiercer, we started to talk about Okja. Did you feel a difference between making Snowpiercer and Okja? Because Okja was a Netflix movie, and Snowpiercer was more classical in the production. No, in the sense that both films really felt unlimited in their capacity to do what they needed to do. I wasn't aware when we were, you know, the studio that made Snowpiercer, CJ, it's a Korean studio, were incredibly generous and supportive, and we shot in Prague in a very different circumstance because we weren't on location. We were in a studio, of course, because we were on this train. But we felt absolutely we were doing what we wanted to do. We never felt hampered or nobody was looking over our shoulder. And the same with Netflix. And Netflix, even more so because this is an even more ambitious project in terms of its budget, and also in terms of the fact that it's shot over 3 countries, you know, Korea, the United States, in New York, and also in Vancouver in Canada. They were extraordinary. They were, you know, what you dream of as a filmmaker. They were carte blanche, do what you need to do, and they have been nothing but supportive to Bong Joon-ho, and that's really important for me. Okay. Yeah. In fact, I've seen you recently in Doctor Strange, yeah. But you were also in an independent movie like We Need to Talk About Kevin, yeah. or one of my favorite movie, The Warzone, yeah. by Tim Murphy. Yeah. I love this movie. I love that film. And I would like to know, how do you choose what movie you are going to do? Always the same. I've always chosen people. I started making films in what now, I don't know whether now people talk about the underground, but at that time, it was even before independent film had a capital I and was kind of part of the industrial complex. In the 80s, I started making films with Derek Jarman in England, and those films were, I suppose you could call them underground films, and a lot of them were silent films generated on Super 8. And then I learned there, I made 7 films with him, I learned there to work with my friends is really what I'm good for. And I've worked with friends ever since. And then having worked for many years, people I didn't know would come towards me, like Bong Joon-ho, like the Coen brothers, and we would start to make sort of alliances in a different way. But I've always chosen
people. I've had such good experiences early on that I don't want it to be less than that. I only want to have great times making movies. There's no point in making movies. It's too hard to make movies and not be really happy and really in harmony with your colleagues. So I'm very spoiled, but I'm also very lucky because people keep coming towards me. Just a last question. In France, there's a sort of controversy about Okja because the movie will be on Netflix online, but will not be on cinema. And some people are telling that if Okja is not in cinema, that's not a real movie. What do you think about that? I think these people haven't seen the film. Thank you. Thank you. Thanks, Victor. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.